chef de Flash Talking en France. Oui. Ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça va faire bientôt 2 ans. Il y a eu une parenthèse en 2020, même si on a continué évidemment à travailler. Mais déjà, première chose, je voudrais te remercier de m'avoir invité. C'est très bien pour moi et pour Flash Talking d'être là au milieu d'un panel aussi qualitatif de société. Et pour parler donc de Flash Talking, on est une société donc anglaise à la base. On n'est pas américain, on est anglais. On a été fondé en 2001. Aujourd'hui, alors la boîte a bien progressé depuis 20 ans parce qu'on est finalement un peu une vieille boîte, mais on a ouvert 18 bureaux. On est présent aux États-Unis, en Europe, en Asie. J'ai eu donc la chance d'ouvrir le bureau en juillet 2019. Voilà, parce qu'on se redéployait avec l'Italie et l'Espagne en même temps. Pourquoi Flash Talking n'avait pas ouvert plus tôt en France alors qu'effectivement on est quand même un supermarché? Écoute, j'ai pas forcément cette réponse, mais en tout cas, je pense que stratégiquement, alors la boîte a grossi de façon organique avec des opportunités business. En tout cas, une des stratégies était d'aller aux États-Unis parce que c'est là où sont les, entre guillemets, les gros deals, les gros appels d'offres qui se déploient de façon mondiale. Donc ça, c'était finalement dans la tête des fondateurs à l'époque depuis le départ. Et puis ensuite, il y a eu effectivement l'ouverture de l'Allemagne. Enfin, d'abord l'Allemagne, ensuite les États-Unis. Et puis au fur et à mesure, l'Australie, l'Asie sont rentrés, ont été ouverts, sont rentrés en ligne de considération chez nous par des opportunités business. Parce qu'il y avait du business là-bas et parce que finalement, fallait le traiter. Et vu le sujet en fait que nous on adresse chez Flash Talking, il fallait avoir un bureau là-bas. Après, on a redéployé sur l'Europe parce que je pense qu'effectivement il y avait un marché en fait là-dessus. Et donc à peu près en même temps, l'Espagne, l'Italie et la France ont ouvert on va dire à l'été 2019. Qu'est-ce que tu vends à qui? Alors déjà, on est une plateforme de gestion publicitaire et d'analytics et on vend ça aux annonceurs, aux agences médias. On travaille avec aussi bien les directions marketing, les directions d'acquisition que les opérationnels, ceux qui mettent en place les campagnes, donc le campaign management, le traffic management, et on travaille aussi beaucoup avec les consultants, puisque ce sont aussi beaucoup eux aujourd'hui qui soufflent aux oreilles entre guillemets des annonces. Donc tes côtés, comme on dit, tes côtés buy side, ça veut dire qu'en fait que tu vas effectivement adresser ces gens-là en fait qui ont des problématiques d'achat sur les différents. Mais par contre, tu gères pas du tout les transactions financières. C'est pas ton job d'optimiser les achats, etc., etc. Toi, ton job, si je ne m'abuse, c'est d'envoyer les campagnes et de s'assurer qu'elles sont bien mesurées. Oui, nous, on ne fait pas d'achat média, on ne vend pas de données non plus. Par contre, on travaille avec tous les DSP, on travaille avec des optimisateurs de DSP comme des gens comme Sitebeats, par exemple. Donc, on peut travailler avec ces gens-là. En fait, nous, on travaille avec tout l'écosystème. Et ça fait partie finalement de l'indépendance. Moi, mon job aujourd'hui, mon métier, c'est de vendre une techno d'ad serving indépendante. Et je m'excuse par avance, mais c'est vrai que ce terme indépendant peut revenir assez souvent dans ma bouche parce que c'est vraiment l'ADN des fondations de la société sur nos produits, mais également la gestion des clients. On ne va pas les aiguiller plus dans une direction que dans une autre. L'indépendance, ça veut dire aussi pas de publisher en particulier. On n'a pas un network, on travaille avec tous les networks. Flash Talking s'adapte. Demain, si on travaille ensemble, par exemple, je ne vais pas te dire, si tu prends ma techno, tu auras accès à un gros réseau vidéo. Donc, c'est vraiment laisser aux marques la possibilité de garder le contrôle intégral de leurs données sans sacrifier la mesure qui est séparée de l'achat média. Donc, c'est vraiment la philosophie. Et puis, pour nous, c'est aussi donc ce principe d'ad serving qui a un rôle d'audit impartiel au niveau du client final. Parce que je pense que c'est bien aussi parfois quand même de le rappeler. Et puis, c'est un peu le nouveau job d'un ad server aujourd'hui en 2020-2021. C'est amusant parce que le ad server, je veux dire, dès le début, en fait, hein, on est fin des années 90, début 2000, effectivement, et déjà le ad server était à ce moment-là une pièce centrale. Et puis, il y a un moment, on avait commencé à dire, mais non, en fait, maintenant, ça y est, le ad server, c'est une commodité, c'est fini, on s'en fout parce que de toute façon, ce qui compte, c'est les transactions, etc., etc. Et puis, en fait, il y a eu un retour, je trouve, justement là-dessus, de cette notion d'ad server qui est devenue et qui est de dire, mais les gars, vous êtes bien sympas, de toute façon, les campagnes, il faut les envoyer, il faut les suivre, il faut les mesurer. Ça ressemble à quoi, justement, maintenant, à ad server par rapport à ce qu'on faisait il y a longtemps? Déjà, ce que je pourrais dire, c'est que tu es un bon observateur. Parce que c'est vrai que l'ad serving, ça a toujours été une techno qui a été… Déjà, c'est un vieux métier qui a plus de 20 ans. C'est une techno qui n'a pas toujours été très bien comprise dans le sens où elle n'a pas été bien évaluée et puis on lui a préféré en d'autres temps d'autres technos, notamment avec le programmatique, donc les DSP, ce que je comprends moi personnellement tout à fait. Et puis, malgré tout, l'ad server, c'est quand même… comme tu pouvais le sous-entendre, en fait, là où c'est une partie essentielle du stack technique des annonceurs, parce que c'est là où passe le plus de données. Entre la diffusion, la perso, donc le DCO, le tracking en tout genre, la mesure de l'attribution ou des données tierces qui transitent dans tous les sens. Donc, il y a du contextuel, il y a de la météo, il y a de la géologue, il y a des données first, des données third, des solutions d'identification d'ID qui vont arriver, qui sont déjà là, mais qui vont arriver vraiment, et puis la vérification. Tout ça sans parler de tous les univers, bien sûr. Donc, il y a le desktop, il y a le mobile, et puis il y a la télé. Donc, ça revient sur le devant de la scène pour diverses raisons, parce qu'on a besoin, parce que tout est data-driven, parce qu'on aspire à de la simplicité sans se faire contraindre. Aussi parce que les ad serveurs, aussi qualitatifs qu'ils soient, ceux de Google ou ceux de SizeMake,
ont leurs pour et leurs contre. Google, de ce qu'on dit, c'est assez contraignant, c'est pas compatible avec tout, on est obligé de prendre certaines choses. Voilà, bon, c'est donnant-donnant. Il y a un partage de données, etc. Et puis la faillite de SizeMake, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils ont été rachetés par Amazon, qui est une super boîte. Mais par contre, beaucoup d'annonceurs aujourd'hui ne veulent pas forcément partager leurs données avec une entité Amazon. Un serveur, pour moi, et là je vais aller sur ta question, pardon. Un ad server, pour moi, c'est effectivement une boîte, enfin une techno, qui doit s'adapter, qui doit évoluer, se transformer pour donner vie à la stratégie digitale du client. Et concrètement, c'est la connectivité de data. Ça veut dire pouvoir combiner différentes technos pour assurer un flux de données concret, cohérent, correct, qui transite à l'entrée et à la sortie de l'ad serveur. C'est avoir des intégrations avec toutes les technos en fait, du marché. Donc, ça peut être des outils de planification comme Prisma MediaOcean, avec lequel travaillent par exemple Publicis et GroupM, ou aussi des tag managers comme Google Tag Manager ou Signal, par exemple. C'est aussi pas avoir de données de vérification qui sont au niveau de l'emplacement, mais au niveau de l'impression, sans aller dans la technique, mais c'est tout simplement pour avoir des données, des rapports impression par impression qui sont déjà défraudés parce qu'on a passé des accords forts avec des MOAT, des Double Verified, des IAS, des Protected Media. C'est pas faire partie d'un DSP, mais avoir des accords avec tous les DSP pour pouvoir assurer une meilleure productivité avec des API. Ce que je fais dans Flash Talking se retrouve automatiquement dans mon DSP et inversement. Je n'ai pas besoin de sortir ma feuille Excel et de l'envoyer, attendre 3 jours pour que ça soit fait, etc. Pour des intégrations, bien sûr, avec les DMP, les CDP, des choses comme ça. Et puis aussi être capable d'apporter une compatibilité avec Facebook, Instagram, YouTube pour mettre en place des diffusions comme si, un petit peu, ils faisaient partie de l'open web. Donc, ça fait beaucoup, tout ça. Hein, et en même temps, ça se fait beaucoup, mais cette vue centralisée, c'est ce qu'apporte l'ad server. Cette vue universelle centralisée, c'est ce qu'apporte l'ad server. Et un autre point, pardon, c'est aussi voilà, le pourquoi de l'ad server qui revient sur le devant de la scène, c'est aussi l'identity management. J'ai une question pour toi. C'est quoi le truc qui t'a fait rejoindre cette boîte? Quel est le truc qui tu t'es dit, tiens, ces mecs-là, ces gars-là, cette boîte-là, ils sont bien placés, ils sont bien positionnés. Il y a un truc qui va me faire, qui fait que j'y vais, que j'y crois. Il n'y a pas un seul élément, en fait. C'est une succession d'éléments, mais c'est de par ce que j'ai fait avant. Qui m'a apporté énormément. La suite logique des produits, je trouve que le storytelling en fait des produits est bon. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, on fait de la mesure. Alors évidemment, c'est un boulot qui est peut-être moins en lumière que d'autres. Moi, j'admire des boîtes comme Tilt parce que c'est très flashy, c'est très beau, c'est du visuel, c'est du branding à mort. Nous, effectivement, c'est plus, on raccorde des données. Bon, c'est peut-être un peu moins glamour, mais c'est absolument essentiel. Après, je trouve ça très bien malgré tout. Hein, le glamour n'est pas forcément une obligation. Mais voilà, et puis les gens que j'ai rencontrés, je pense qu'il y avait un potentiel aussi, parce que c'est aussi un challenge de pouvoir développer un produit comme ça sur une boîte, comme tu l'as dit, qui a 20 ans, mais qui n'a jamais existé en France. Comment est-ce qu'on conclut? Il y a un sujet qui est pas mal en ce moment, c'est l'identity management. Moi, j'aime bien parce qu'on a lancé différents produits. Alors, ils existaient déjà, mais bien sûr, on a communiqué là-dessus. Donc, l'identity management, le principe, pour faire court, on va plus avoir de cookies tiers. On va potentiellement, on pourrait penser qu'on rentre dans une sorte d'inconnu, mais en fait, non, parce que notre ad server fonctionne déjà sans cookies tiers pour faire de la diff, de la perso, de la mesure, de l'attribution. Et chez nous, on a déjà compté à peu près 60 sociétés. Des Unified ID, des ID5, des gens comme ça, il y en a d'autres, bien sûr. Donc finalement, ça va marcher. Évidemment, dans le cookie-less, il y a deux sujets. Il y a l'activation média et la mesure. On est plutôt sur la mesure. Et c'est important parce que finalement, ça sous-tend tous les aspects du cycle de vie d'une prise de parole d'un annonceur versus ses audiences. Donc, les intégrations, les branchements, l'activation, les mécaniques, etc., le DCO. Et bien sûr, une fois que tu as bien mesuré, faut une prise de parole. Là où c'est intéressant, c'est qu'avec toutes ces solutions, aucune va prendre la main sur un remplacement de cookie tiers. Le côté universel du cookie tiers ne va pas exister. À terme, à moyen terme, à court terme, je pense. Des solutions comme Unified ID, mais il y en a d'autres, sont très qualitatives, mais elles vont peut-être rassembler, selon ce qu'on entend, 20-30%. Donc, il va falloir pour les annonceurs cumuler pour avoir un reach, pour avoir le même niveau de campagne, il va falloir cumuler ces solutions d'identification. Et pour la mesure, ça va soulever de nouveaux problèmes. Ça va soulever de nouveaux problèmes pour l'achat média, mais également pour la mesure. Pour mesurer, il va falloir cette vue centralisée, cet ad server que nous, on propose, qui ingère tous les identifiants, qu'ils soient côté first party, côté tierce ou côté chez nous, parce qu'on en a un aussi, un identifiant cookie-less. Et ça donnera évidemment, l'ad server aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, c'est le dernier point de contact entre, c'est ce qui permet de réconcilier les données de campagne, les données d'identification avec les données de l'utilisateur à l'impression même. Et on a des fichiers log chez nous et on peut faire ça. Merci beaucoup, Alexis.